présent à chaque souffle, il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Ce nouvel épisode de Sens figuré sort exceptionnellement un mardi, dérogeant, pour la bonne cause, à la traditionnelle sortie du samedi. Il est enregistré dans le cadre du podcaston visant à mettre en lumière une association. J'ai choisi, pour ma part, Les Extraordinaires, fondée par Flore Lelièvre. Cette association a pour mission d'accélérer l'inclusion et l'emploi en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap mental et cognitif. J'ai poussé la porte du restaurant inclusif Le Reflet, situé 11 rue de Braque, dans le quartier du Marais à Paris, et posé mes micros sur une des tables du restaurant. Alors que le service de midi battait son plein, j'ai interviewé Flore. Ensemble, nous avons évoqué la genèse du projet de restaurant visant à inclure, via le travail, les personnes porteuses de trisomie 21. Nous avons abordé l'adaptation du restaurant bistronomique Le Reflet et son fonctionnement via des détails que le client ne percevra pas du premier coup d'œil et qui font pourtant toute la différence. Nous avons évoqué l'impact du travail pour les salariés en situation de handicap, rejaillissant sur leur vie personnelle. J'ai interrogé Flore sur la vocation des extraordinaires, visant notamment à la promotion des restaurants inclusifs, mais également à embarquer les entreprises ordinaires dans l'emploi de personnes en situation de handicap mental et cognitif. Le goût et la chaleur humaine ne passant pas par les ondes, je vous invite à pousser les portes des restaurants à Nantes et à Paris, ou à concocter les plats des recettes des chefs extraordinaires. Au terme de cet épisode, je vous souhaite, vous aussi, d'avoir des projets de fin d'études qui dérapent pour vivre et faire vivre des expériences extraordinaires. Bonne écoute! Bonjour Flore, Bonjour. je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Alors pour commencer, je vais te poser ma traditionnelle question. Si tu devais te décrire par une odeur, ou ça peut être un plat pour cette interview, quelle serait-elle? Quel serait-il et pourquoi?
Ce qui me vient, c'est plutôt le citron, peut-être un zeste de citron, pétillant pour amener de l'énergie, parce que j'ai de l'énergie et j'essaie d'en donner aussi autour de moi, donc un zeste de citron. Ça te va très bien. Effectivement, je suis arrivée, quelques instants avant toi, dans ce restaurant dans lequel nous enregistrons et effectivement, tu es arrivée un peu comme un rayon de soleil, ou comme un zeste de citron un peu pétillant au milieu du restaurant. Donc je te confirme que ça te va à merveille. Aujourd'hui, nous enregistrons dans un contexte, particulier puisque j'enregistre dans le cadre du Podcaston, qui est une initiative, qui a pour but de mettre en lumière une association et toi, tu es la fondatrice d'une association qui s'appelle Les Extraordinaires. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, Les Extraordinaires, c'est une asso qui a pour mission de favoriser l'inclusion et l'emploi des personnes en situation de handicap mental ou cognitif, en milieu ordinaire. Et cette association, elle a 3 grands axes de travail. Le premier, c'est, la sensibilisation du grand public pour faire changer le regard, sur le handicap, sur la différence. On en a un deuxième qui est, sur, la sensibilisation et l'accompagnement des employeurs à diversifier leurs équipes pour recruter, de manière plus inclusive et également, notre troisième gros chantier, c'est, essaimer le modèle des restaurants inclusifs, partout sur le territoire et donc pour ça, on accompagne des porteurs de projets. On a créé un collectif, qui s'appelle les Brigades Extraordinaires. On reviendra après sur les brigades extraordinaires, mais quand tu parles de changer le regard, justement, sur le handicap, Mmh. comment, ça se traduit concrètement? Alors, au tout début de l'aventure, ça s'est traduit par la création d'un restaurant, qui s'appelle Le Reflet, qui était mon projet de diplôme de fin d'études en architecture intérieure. J'ai eu envie de travailler dans le cadre de mon diplôme sur un sujet qui me tenait à cœur, et ayant un de mes grands frères qui a une trisomie 21, je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire, pour changer le regard qu'on porte sur, le handicap, qui est bien souvent, dû à de la méconnaissance, hein, Ouais. Oui, oui, on l'a évoqué hem d'ailleurs hors antenne où je t'ai posé des questions un peu en off, en avouant totalement alors moi j'ai connu des formes de handicap, proches de moi, dans ma famille, mais pas de personnes porteuses de trisomie 21. Donc c'est pour ça que je te posais aussi des questions concrètes. Et tu loin d'être la seule Oui et j'ai préféré te le dire en fait. ouais et c'est bien parce que je préfère en fait, il y a pas de mauvaises questions, il y a Oui. pas de, et en fait, quand on n'a pas été, confronté, à la différence quelle qu'elle soit, bah, forcément, il peut y avoir, des questionnements, peut-être de l'appréhension Mmh. et en fait, l'idée, moi, de mon projet, c'était de pouvoir créer un lieu dans lequel la rencontre se fasse. Parce que la rencontre, entre les personnes en situation de handicap mental et le reste de la société, si, bah, on n'est pas touché dans notre entourage, ça se fait rarement. Donc l'idée, c'était que ce soit un espace de rencontre et d'échange parce qu'il y a que ça qui permette de changer le regard, en fait. Oui. C'est du coup de connaître, de rencontrer. Et c'est ça et nous, on a peur aussi d'être maladroit, en Mmh. fait, de se dire: «Mais attends, je vais être maladroit en posant cette question-là, je vais être maladroit ou maladroite en me comportant ainsi» Mmh. et c'est vrai qu'en côtoyant des personnes en situation de handicap, que ce soit trisomie 21 ou autre, c'est vrai que finalement, le vivre ensemble permet aussi de mieux connaître. Ouais, complètement et on voit que quand on enfin moi, j'en étais persuadée qu'en créant cette rencontre, ça allait très bien se passer, que Oui. la rencontre allait se faire, que, la magie, elle allait opérer et donc l'idée, ouais, c'était de, créer un lieu, donc un restaurant, parce qu'il y a tout ce qui est, voilà, qui est lié à la restauration, conviviale, passer un bon moment, le métier de service aussi. Et l'idée, c'était que, bah, qu'on puisse avoir un restaurant dans lequel la majorité du staff serait composé de personnes en situation de handicap, qui apprendraient et développeraient leurs compétences professionnelles, dans un restaurant où l'on mange bien et où le service est pro. Et donc voilà, le but, c'était vraiment de créer la rencontre et aussi créer de l'emploi, parce que la question de l'accès à l'emploi, pour les personnes en situation de handicap mental ou cognitif est encore, très présente aujourd'hui. Effectivement. On reviendra après sur la question de l'emploi. Moi, tu m'as dit que c'était ton grand frère qui Mmh. était porteur de trisomie 21. Est-ce que le choix de tes études a été gouverné et que tu avais directement l'idée de fonder un restaurant inclusif ou tu as choisi ces études d'architecture d'intérieur et puis au moment Mmh. de choisir ton projet de fin d'études, tu as eu cette idée? Ah oui, c'était pas du tout, c'était un accident. Bah, il y a Heu, des accidents qui sont heureux, en l'occurrence. non, à la base, j'avais pas du tout projeté de travailler, en lien en tout cas, avec, le sujet du handicap.
même au contraire, en fait. Bon, en tout cas, je voulais pas en faire mon métier, j'étais pas prédestinée à ça et donc j'ai fait mes études d'archi d'intérieur parce que j'avais envie de faire de l'architecture d'intérieur et au moment du diplôme, du coup, j'ai travaillé sur ce sujet-là parce que je savais que j'allais passer 1 an sur le dossier donc il fallait que ça ait un peu de Ça te sens passionne. et que ça que je m'ennuie pas dessus. Et en fait, au moment où j'ai passé mon diplôme, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit: «Mais, pourquoi un restaurant comme ça n'existe pas?» parce Mmh. faut se remettre en 2014, donc à 11-12 ans. Les restaurants inclusifs en France, ça n'existait pas. Ouais. Le seul exemple que j'avais, moi, dans mon projet de mémoire, justement, j'avais fait un maximum de recherches. Le seul exemple que j'avais, c'était une pizzeria en Italie, et c'est tout. D'accord. Donc vraiment, on partait d'une page blanche et à la présentation de mon diplôme, donc l'idée, c'était de faire un environnement qui, grâce à l'architecture d'intérieur et le design d'objets, s'adapte à des personnes porteuses de trisomie 21 pour qu'elles puissent travailler comme tout le monde. OK. Là, les retours, ça a été: «Mais pourquoi ça n'existe pas, en fait? Il faut le faire». Et donc pendant 1 an après mon diplôme donc je travaillais en tant qu'architecte Mmh. d'intérieur et à côté, j'allais partout où je pouvais aller pour présenter, cette idée de restaurant inclusif et au bout d'1 an, j'ai réuni toutes les personnes qui avaient envie de se lancer dans le projet avec moi et puis au bout d'1 an, ouais, effectivement, j'ai réuni toutes ces personnes-là. On était une petite douzaine de personnes et ce petit groupe, c'est devenu, l'association qui s'appelle aujourd'hui Les Extraordinaires. Comme quoi, un projet de fin d'études peut devenir, la destinée d'une carrière. C'est ça, ça peut déraper. Oui, enfin, c'est un dérapage contrôlé et un beau dérapage. Donc effectivement, faire changer le regard Mmh. via la sensibilisation, partager aussi le modèle, des restaurants inclusifs puisque vous avez créé, justement les brigades extraordinaires. Aujourd'hui, vous avez au sein de ces brigades 28 restaurants, c'est Ouais, ça? c'est ça, un peu partout en France et on a une douzaine de porteurs de projets qui sont en phase de montage et OK. le collectif fait que grandir. En fait, ce collectif, on l'a créé en 2020 pendant le covid. En fait, dès le début, donc on a ouvert le Reflet de Nantes en 2016 OK. et dès le début, on a eu des porteurs de projets qui sont venus nous voir d'un peu partout, en France, à l'étranger, en nous disant: «Ah mais, alors soit ça m'a donné envie et j'ai envie de faire, un resto comme celui-ci» ou soit: «Ah ça fait un moment que j'y pense mais, je savais pas si c'était possible, est-ce que vous pouvez m'aider?» On nous a demandé de franchiser, au bout de Oui, quelques c'est ce que jours. j'avais pensé, ouais. Mais toi, tu Hem c'était pas ta volonté? En fait, c'était pas l'idée parce que, on est tellement hors case, en fait et c'est pour ça qu'on crée ce genre de projet un peu atypique, parce qu'on travaille avec des personnes qui rentrent pas dans les cases. Donc on a vraiment dû faire un projet, qu'on a conçu un peu de toutes pièces, où l'adaptation est le maître mot au Mmh. quotidien, et en fait, pour moi, de vouloir essayer de standardiser ça et de le faire entrer dans des cases ou dans une charte, on allait perdre un peu de cette flexibilité, cette adaptation et puis également de la personnalité qu'on y met et je trouve que c'est des projets où quand même faut un peu y aller quoi donc Mmh. si on n'y met pas sa personnalité aussi, c'est compliqué peut-être plus de se l'approprier et puis je suis persuadée que, enfin, nous, on n'a pas du tout la recette magique. Par contre, de pouvoir partager ce par quoi on passe, pour que ça serve à d'autres, ça nous parle. Mais je suis persuadée qu'il y a plein d'autres manières de faire et preuve en est, au fur et à mesure des années, il y a des projets qui se sont créés, certains qu'on a accompagnés et en 2020, pendant le covid, on a eu besoin de se rassembler avec, ces restos qui avaient ouvert ces dernières années. À ce moment-là, 2020, on était 7 7 plus un porteur de projet. On était 8 à être à l'initiative de la création du collectif et depuis, le collectif est ouvert aussi aux porteurs de projets. L'idée, c'est de pouvoir, se fédérer, partager nos bonnes pratiques, Mmh. partager aussi nos difficultés, essayer de trouver des solutions ensemble, pour pérenniser nos modèles qui sont tous, hyper atypiques. Enfin, on est tous un peu des défricheurs en fait, hein, c'est des modèles qui sont nouveaux et il y en a pas 2 qui se ressemblent. Il y a tout type de handicap mental ou cognitif qui est représenté dans les brigades. On a, différents types de restauration aussi qui sont présents. Il y a de la restauration traditionnelle, il y a, des offres plutôt, salon de thé, mais le fil conducteur, c'est de faire de la gastronomie et de l'inclusion. Donc d'avoir des projets où ce qu'il y a dans l'assiette est cohérent avec l'ensemble du projet, Mmh. donc tout est fait maison, transformé sur place, on favorise au maximum les circuits courts et on propose un service de qualité. L'idée n'étant pas et moi, c'était vraiment un peu une obsession au début, j'ai pas envie que les clients viennent en ayant l'impression de faire, une bonne action. Ouais, Et en c'est fait, je suis sympa. persuadée que si on veut changer le regard, il faut que le client sorte en disant: «Mais j'ai hyper bien mangé, le service était hyper pro, en fait et je reviendrai déjà pour ça» et ensuite aussi parce qu'il y a quand même, quelque chose en plus dans ce restaurant,
C'est vrai qu'après je reviendrai sur le restaurant, dans lequel on enregistre aujourd'hui parce qu'effectivement, rien qu'en regardant les photos sur Instagram ou le menu, ça donne très envie. Donc effectivement, on a vu ce côté, essaimage autour des brigades extraordinaires où maintenant vous êtes 28. Vous étiez, très peu au final, Mmh. en 2020, donc ça fait, 5-6 ans. Ouais. On entame, l'année 2026 et finalement c'est allé très vite donc c'est aussi, Et ça continue d'aller vite. Après, il y a quand même un sujet de pérennisation de ces restos-là, parce que comme je le disais, ouais. on est sur des modèles qui sont nouveaux, donc qui sont fragiles. Donc on a fait une étude d'impact social et ça, c'est un des rôles de notre Mmh. association, c'est d'aller, valoriser ces établissements et valoriser leur impact social et on vient de finaliser là une étude des modèles, économiques et juridiques des restos. L'idée qu'on avait au début, c'était de se dire: «OK, on voit que, tout le monde galère un peu quand même et puis on est dans un secteur d'activité qui est un peu en souffrance quand même en ce Mmh. moment, qui est la restauration». Et on a eu besoin en fait de mettre un peu tous les chiffres à plat pour voir comment fonctionnaient les restos, est-ce qu'il y avait un modèle qui se dégageait? C'était un peu utopique parce qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte en fonction du territoire, en fonction du profil accompagné, du positionnement, enfin plein de choses. Par contre, ça nous a permis de sortir des indicateurs, des facteurs clés de succès et la conclusion, c'est qu'en fait nos établissements propose aujourd'hui un cadre de travail qui est adapté au maximum aux collaborateurs et que dans l'ensemble de nos restos, on a une majorité de salariés en situation de handicap. Donc on est dans des modèles qui sont quand même très atypiques, qui sont indispensables parce que c'est eux qui viennent mettre la lumière et du coup sensibiliser, les autres restaurateurs Mmh. ordinaires ou autres, chefs Ou d'entreprise. entreprise, ouais. Mais du coup, c'est des modèles atypiques et donc on a un modèle économique qui est fragile. Donc là, on se lance aussi au nom de l'association, dans un plaidoyer pour aller défendre nos modèles et faire un peu bouger les lignes en termes d'accès à des aides, publiques qui existent, mais auxquelles on n'a pas forcément accès ou qui ne sont pas adaptées à nos modèles. Et puis également, de pouvoir, recourir à du mécénat, Mmh. parce qu'on a des structures aujourd'hui qui, pour la plupart, sont en structure commerciale et bien qu'elles ne, dégagent pas de bénéfices, qu'elles n'enrichissent, pas d'actionnaires ou, voilà, et ben, on est en société commerciale, donc on ne peut pas bénéficier de mécénat. Donc on a un D'accord. sujet là, pour, faire bouger les lignes, au niveau de la législation. Effectivement, c'est un vaste sujet et c'est un sujet très spécifique. C'est ça, mais qui est indispensable parce qu'en Oui, fait, on peut lancer un mouvement, on peut accompagner des gens à se monter, mais si dans 10 ans, il y a plus personne parce que tout le monde s'épuise à tenir exactement. le modèle à bout de bras, c'est dommage. Effectivement et vous avez aussi des actions de sensibilisation auprès, des entreprises en milieu ordinaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Et alors historiquement, depuis toujours, hein, je fais des interventions, des prises de parole dans les entreprises ou parfois ils viennent manger au resto et donc ils demandent à ce que je vienne, parler de notre quotidien, enfin de ce qu'on a fait, du projet et du quotidien et comment on manage une équipe, en situation de handicap. Donc ça depuis, ça fait 9 ans, hein, que je fais ça. Et on va un peu plus loin depuis, 2-3 ans puisque moi, je peux en parler pendant des heures, hein, de ce qu'on fait, mais ce qui marche vraiment, c'est de le vivre. Mmh. Et dans nos restos, on est limité, enfin, on peut pas accueillir 200 personnes. Donc, parfois, quand j'interviens en entreprise, on a aussi une offre, service, Traiteur. traiteur. Alors pas traiteur nous, parce qu'on n'a pas, la capacité de produire et de stocker. Par contre, en fait, on collabore avec des traiteurs ordinaires. Donc ça D'accord. permet de créer la OK. rencontre aussi entre des professionnels, de la restauration ordinaire et notre staff et on vient nous en renfort en service, en extra en gros, extra D'accord. extraordinaire et ça permet d'avoir une prise de parole et d'avoir ensuite, ben, la démonstration, parfois la prise de parole aussi des serveurs, et ces actions-là, elles sont, enfin, on le voit à chaque fois, en fait, il se passe plein de choses. Ça permet de planter des graines aussi, dans la tête Mmh. des employeurs, des managers, des équipes, enfin de tout le monde. Qui, on le rappelle, ont une obligation de 5 Oui. d'emploi de travailleurs handicapés? 6 6% à partir de 20 salariés. OK. Et en fait, tout l'enjeu, il est là, il y a une obligation, mais en fait, aujourd'hui, on voit ça comme une obligation, on voit ça comme des contraintes, comme des Mmh. difficultés et nous, le but, c'est de faire changer le regard et de voir l'autre versant, en fait, et de leur faire prendre conscience de la richesse que ça apporte à une entreprise, à une équipe, enfin et à la société, tout simplement, de travailler avec, des personnes en situation de handicap. Donc c'est un peu le message qu'on essaie de faire passer et on sent qu'il y a des entreprises qui sont prêtes. Mais là, il y a encore un autre frein, c'est, je ne sais pas vers qui me tourner, je ne sais pas faire, j'ai besoin d'aide et on se rend compte qu'il y a plein de structures enfin, il y a des structures qui font des choses, mais que personne ne se parle, et il y a pas de lien, en fait. Donc le rôle de l'asso, ça va être de faciliter ce lien entre, ceux qui font de l'accompagnement dans l'emploi, là où il y a des candidats,
les institutions, et il manque quand même une petite pierre qui est, un côté un peu plus formation et là, on est en train de travailler à l'asso sur de la création de formations à destination des employeurs ordinaires. Oui. Oui, oui, ou des managers aussi, enfin au quotidien. Comment tu accompagnes en tant que manager une personne en situation de handicap? Comment tu adaptes, aussi, peut-être sa fiche de poste, son poste de Mmh. travail concrètement? Comment tu te comportes Ouais, aussi? c'est ça. Heu, Et tout l'enjeu là, on est en train de travailler sur les modules de formation ouais. justement et tout l'enjeu, c'est qu'on ne peut pas faire une généralité. Donc en Mais fait, ça non, va plutôt être comment je m'adapte en tant que manager et quelle capacité j'ai à m'adapter à la personne qui est en face de moi, mais qui finalement, peu importe qu'elle ait un handicap ou pas, quelle que oui, soit sa c'est vrai, différence. j'y pensais. Et on se rend Mmh. compte que tout ce qu'on met en place en termes de management, alors peut-être qu'au début, on l'a pensé pour le staff en situation de handicap, mais aujourd'hui, on le pense pour le collectif. Mmh. Parce qu'on peut pas, juste tout mettre en place pour le staff en situation de handicap et puis après, laisser, les managers, enfin et tout décharger sur eux et l'idée c'est qu'il y ait enfin voilà, que tout le monde, trouve sa place, puisse, exercer dans les bonnes conditions et parce que la stabilité aussi des équipes, elle est importante. Si Ouais. on change de, si, un staff, en situation de handicap change de manager tous les 3 mois, trop d'instabilité et du coup, on va le mettre en difficulté. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un environnement de travail et donc tout un staff qui est là. Sécurisant Ouais aussi. OK. et du coup, c'est bien pour tout le monde. Oui, oui, oui. Non, parce que même une personne qui n'est pas en situation de handicap, on n'a pas envie de changer de manager tous les 3 mois. C'est clair. Donc et là, on va revenir, justement au restaurant, dans lequel nous enregistrons aujourd'hui, le Reflet à Paris. Il y a un autre Reflet, à Nantes. Mmh. Donc moi, je qualifierais votre restaurant plutôt de bistronomie. Oui, oui, oui. Parce que c'est vraiment alors vous pouvez regarder la page Instagram déjà. Moi, j'ai eu faim, déjà, en regardant rien que la page Instagram, ça donne envie de venir déjeuner. Vous proposez, des menus à la semaine avec, 2 entrées, 3 plats et 3 desserts, Ouais. déjà, qui donnent très envie. Et comment, vous avez adapté, puisque tu as dit, rien que l'aménagement du lieu a été pensé pour des personnes atteintes de trisomie 21. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, les adaptations qui ont été faites par rapport à un restaurant classique? Parce que quand on voit la carte, Mmh. on se dit: «Mais c'est vraiment, le velouté de panais, carottes glacées et croûtons de seigle, ça donne très Mmh. envie. Le hachis parmentier à l'agneau braisé et salade aussi». Donc comment vous avez adapté, ce restaurant pour être inclusif? Alors déjà, en termes d'aménagement, global, l'idée, c'était d'avoir, des espaces de circulation, raisonnables, on va dire. D'accord. De pas être entassés que les clients soient pas entassés les uns sur les autres, que le staff puisse circuler facilement entre les tables. Donc on a peut-être moins de couverts au mètre carré qu'un bistrot parisien, Ouais. classique. L'idée, c'était aussi d'ouvrir au maximum les espaces les uns sur les autres pour que le staff puisse communiquer, tout au long du service, de la manière la plus, simple possible, que le staff puisse se sentir guidé tout au long du service. Et puis après, concrètement, on a mis aussi, des outils en place. Alors le plus parlant, je trouve, c'est le système de prise de commande Ouais. parce que, on a des serveurs qui peuvent avoir des difficultés de lecture, d'écriture ou de mémorisation. Donc pour prendre une commande, ça peut être compliqué, et pour la transmettre en cuisine aussi. Donc en fait, on a mis un système de prise de commande où les plats sont numérotés de 1 à 3. Le client tamponne ses choix sur, une feuille, qui est prévue à cet effet. Ça part en cuisine et ça permet du coup au staff de pouvoir, prendre la commande en autonomie sans qu'il y ait d'erreur, et puis ça crée un moment ludique autour de la table, les clients aiment bien ça et on a aussi, j'avais dessiné des assiettes ergonomiques, pendant mon diplôme, sous lesquelles en fait on est venu ancrer l'empreinte des mains par en dessous, donnant du coup du relief à l'assiette et donc apportant une meilleure, prise en main, pour nos serveurs qui peuvent avoir des difficultés de motricité fine, de préhension. Donc l'idée, c'était de faire des assiettes pas des assiettes qui, si elles tombent, elles cassent pas, mais plutôt des assiettes qui tombent pas, avec Ouais. une meilleure préhension. D'accord. Et après, on travaille aussi on a un tableau des tâches, pour, que le matin, quand le staff arrive et encore là, aujourd'hui, à Paris, ils s'en servent plus parce que ça fait 6 ans qu'ils sont là et ils sont devenus hyper autonomes. Mais le principe, c'est que le matin, quand ils arrivent, ils ont, donc Olivier, qui est le responsable, d'établissement, leur dispatche les différentes tâches qu'il y aura à faire, dresser les tables, passer l'aspirateur, aller chercher le pain. Il les dispatche donc chacun à sa case et ses petites étiquettes des actions qu'il y aura à faire dans la matinée et ça leur permet d'avancer, en fait, en autonomie dans la succession des tâches. Parce qu'on sait que si on leur donne, 5 actions à faire et on dit les 5 et hop, débrouille-toi, bah, ça peut bloquer au bout de la première. Ah mince, qu'est-ce que je devais faire? Donc là, l'idée, c'était en fait, à chaque fois, l'idée, c'est de leur permettre d'avancer au maximum en autonomie dans leur journée de travail. Voilà et puis il y a plein d'autres, on travaille beaucoup avec des supports visuels, des pictogrammes, il y a plein de trucs qu'on voit pas, en fait, au premier regard dans le resto, mais Mmh.
tout est pensé pour, Oui, parce que quand on rentre dans le restaurant, Mmh. moi, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, alors peut-être qu'il y avait un peu moins de tables, mais ce qui n'est pas, pour déplaire Au quand on contraire, voilà, quand on vient, en tant que client, être un peu moins serré et pas entendre la conversation du voisin, c'est pas pour mmh. nous déplaire. Et en cuisine, comment ça se passe justement? Alors en cuisine, on est sur une carte qui est volontairement réduite. Oui, enfin, Hem, aujourd'hui, dans des restaurants, où tout est fait maison, mmh, des restaurants classiques, si je puis dire, oui, la c carte aujourd'hui, est c'est ce qu'on aussi a. réduite. Enfin, Mais il y a c'est 10 ans, quand on oui, montait le premier projet, c'était moins, parce que c'était tout moins peut-être répandu n'était pas ces frais. cartes réduites, ouais, mais alors nous, depuis le début, on est sur 3 entrées, 3 Voilà. plats, 3 desserts. Depuis le début, c'est notre positionnement parce qu'effectivement, si on veut tout faire maison, travailler du produit frais de saison, bah, on n'a pas trop le choix. Si on veut limiter les gaspillages également, on n'a pas le choix. Enfin voilà, ça j'avoue qu'on s'est pas trop posé la question, on est parti directement là-dessus et puis ça permet aussi un meilleur apprentissage, des recettes en étant sur, bah, moins de plats, d'entrée, de dessert. Et après les recettes, les chefs, elles les pensent, pour éviter au maximum le coup de feu au moment du service. Donc on fait, peu de cuisson minute, on va plus être sur de la, cuisson à basse température, des plats mijotés, ce genre de choses qui fait qu'il y a beaucoup de préparation en amont, mais qu'au moment du service, on est presque plus que sur du dressage pour éviter, le coup de feu, les situations de stress. D'accord, oui, effectivement, j'allais t'en parler parce que ça a été et c'est encore un sujet, en restauration, la violence, Mmh. en cuisine. C'est un milieu extrêmement stressant, ça a fait, même la une des médias et Mmh. cetera, et je me disais: «Mais effectivement, quand déjà, nous, on peut trouver ça stressant d'envoyer tous les plats, de retenir toutes les commandes, mais là, vous avez créé aussi un modèle qui pourrait être essaimé, partout Mmh. dans les restaurants, finalement, d'éviter tout ce stress, Ouais, tous ces complètement. cris. Vous avez une cuisine ouverte Mmh. aussi, donc vous avez pensé à tout ça en amont et ça, on s'en rend pas compte. Toutes les préparations, mais effectivement, un velouté de panais, on peut le faire en avance, il y a pas besoin de cuisson minute. Mmh. Moi, j'y avais pas du tout pensé, que vous aviez, envisagé ce en amont toute la Ouais, préparation. alors ça demande une super organisation de la part, des chefs. Donc, en fait, au Reflet, on a un responsable en salle, on a un responsable d'établissement qui généralement travaille avec 2 serveurs en situation de OK. handicap par service et en cuisine, on a une chef pâtissière et 2 commis cuisine, qui, font de la prep, du dressage et aussi de la plonge. Et donc ça nécessite en cuisine que la chef et que la chef pâtissière soient, ultra en place, hyper organisées. Ouais. Donc en fait, c'est un coup à prendre, mais c'est aussi bien pour elles parce que, ben, il y a moins Oui, mais même voilà. ouais. Après, Ouais. on reste dans la restauration et il y a toujours un moment où c'est un peu plus, Oui. speed, Oui, à et midi il et faut demi, envoyer, voilà. voilà. Mais disons qu'on va s'enlever des petits cailloux dans la chaussure en disant on a un service qui est, on n'est pas une brasserie, on fait pas 3 services Mmh. d'affilée, on renouvelle peu les tables. Donc en fait, on est moins speed que d'autres établissements et déjà ça, de fait, ça crée moins de situations de stress et on sait que les situations de stress pour notre staff, ça marche pas en fait et ça va bloquer et on va arriver à rien. Donc on essaie d'anticiper et de prévoir un maximum de trucs pour que ça se passe le plus sereinement possible. Et c'est une inspiration aussi pour les autres restaurants. Et justement pour les chefs ou les chefs pâtissiers, ou pâtissières pour le coup, ou la personne qui, aussi, gère la salle, est-ce que ce sont des personnes qui ont été, formées, auprès de publics en situation de handicap? Parce qu'il y a une formation en cuisine, hein, forcément, mais est-ce que c'était des personnes qui étaient sensibilisées au handicap ou est-ce que vous les avez formées, Alors aujourd'hui, sur notre staff, entre, Nantes et Paris, on n'en a aucun manager qui avait travaillé avec des personnes en situation de handicap. OK. On cherchait avant tout des professionnels de la restauration parce que, c'est un Mmh. métier, que ça s'invente pas et que si on peut faire le plus beau projet, social, du monde, si on mange pas bien et qu'on met 3 heures à sortir, du restaurant, on revient pas. Et donc on recrutait des professionnels de la restauration. S'ils avaient un lien avec le handicap, bah, forcément c'était bien, mais faut trouver le mouton à 5 pattes. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que plus que une formation, à accompagner des personnes en situation de handicap, c'était surtout des valeurs, une sensibilité et une manière de voir les choses qui faisait que ça marchait ou que ça ne marchait pas. Et ce qui est génial, c'est que du coup, notre staff, manager, en tout cas là, ici à Paris, quand ils sont arrivés il y a 6 ans, parce qu'ils sont là depuis le début, en fait, on a très peu de D'accord. turnover. OK. Quand ils sont arrivés, c'était leur première expérience avec un staff
en situation de handicap et du coup, en fait, ils se sont mis aucune barrière. C'est-à-dire qu'ils ont testé plein de trucs. Ils avaient pas de, ils se disaient pas: «Ah bah tiens, non mais ça c'est impossible, on pourra jamais leur faire faire». Ils se sont pas mis de barrière. Alors des fois ça a pas marché, hein, mais en tout cas, ça a eu l'effet que, tout le monde a été hyper responsabilisé. Il y a une confiance qui a été placée en chacun et en fait, chacun s'est révélé et aujourd'hui, ils ont amené le staff, plus loin que, là où moi je l'aurais imaginé, à la base. Donc, hem, on a souvent cette discussion. On se dit que on n'a pas besoin, dans nos restaurants, d'avoir une formation. Après, c'est quand même bien d'avoir, quelques billes. Le problème, c'est que, ben, pour trouver des formations, enfin, en tout cas, Mmh. de la sensibilisation, il y en a très peu. Donc ça fait partie des modules de formation sur lesquels on est en train de travailler aussi, parce qu'on sent qu'il manque quelque chose et que ce serait quand même bien que, plutôt que de les jeter, un peu, là, dans la marmite et: «Allez-y, Ouais. débrouillez-vous», ce serait quand même, plus confortable, pour eux de pouvoir avoir un petit peu plus de billes au départ. Oui et parfois, en plus, ça peut être de la maladresse et si on leur dit une fois parce qu'on ne s'est pas trouvé confronté à la situation, je pense qu'une fois quand ils sont, quand ils ont eu, un raté, ils se sont dit: «Ah mais oui, j'aurais peut-être dû expliquer, Mmh. par exemple, les 5 Ouais. tâches. Si on te le dit pas». Ouais, ouais. Heu, Oui, c'est en de toute façon, c'est en essayant et voilà. puis il y a aussi cet effet qu'au fur et à mesure du temps, enfin voilà, on se connaît tous, très bien et des fois on oublie le handicap. Donc des fois on va demander en fait, on va aller trop loin et donc il y a toujours cet exercice de: «OK, je me recentre, il y a un handicap, il faut pas non plus le nier en fait, il faut pas non Oui. plus tomber dans du validisme», donc il faut, c'est un sacré exercice pour les managers de, bah, déjà faire leur métier de restaurateur, mais aussi d'avoir cette capacité donc d'accompagnement, de patience, de pédagogie et de prise de recul. Qui est nécessaire et qui est indispensable pour continuer à bien accompagner le staff. Effectivement. Donc là, on a vu du côté des chefs et pour les personnes qui sont, porteuses de trisomie 21 que vous embauchez, est-ce que c'était des personnes qui avaient une formation initiale en restauration, ou en accueil du public ou en service ou vous les avez formés, vous les avez accompagnés? Ben, même réponse que, pour la question d'avant, c'est-à-dire qu'il y a très peu de formations, Mmh. qui sont ouvertes, à des personnes en situation de handicap, mental ou cognitif. Donc quand on a ouvert à Nantes il y a 9 ans, il y avait personne qui était formé, personne qui n'avait même fait un stage en restauration, donc là vraiment on partait de zéro, donc on les a formés sur le tas. Paris, ça a été un peu différent parce qu'il y a une offre de formation qui est un petit peu plus développée qu'à Nantes. Donc on avait, une partie du staff qui avait fait une formation, pour certains d'1 an. Donc du coup, c'est quand même des bonnes bases solides, et ça nous a permis en fait de les faire, évoluer en termes de compétences plus rapidement. Parce qu'il y avait des bases qui étaient posées, il y Mmh. avait une posture professionnelle, il y avait des gestes, donc c'était un peu plus, je vais pas dire simple, c'est pas le mot, mais en tout cas, on a vu la différence. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de formations qui s'ouvrent, mais ça reste, assez anecdotique. On a d'ailleurs dans notre collectif un resto à Saint-Nazaire qui s'appelle l'Envolée de la Chrysalide qui, a créé l'académie de l'Envolée pour former justement des personnes en situation de handicap au milieu, au secteur de la restauration et c'est avec eux qu'on est en train de développer nous la partie employeur ordinaire et eux, ils vont vraiment s'axer sur, la partie, bah, staff en situation de handicap. Donc ça bouge, mais aujourd'hui l'offre de formation elle est pas du tout, en réponse aux besoins qu'il pourrait y avoir. D'accord et aujourd'hui, ce sont des salariés qui sont majoritairement en CDI? Tous. Mmh. Ouais. Le Ce qui n'est but pas le cas forcément dans la restauration classique où il y a Non beaucoup de et le CDI. but, moi, c'était en fait, on nous a souvent posé la question: «Ah, mais du coup, est-ce que vous êtes pas un tremplin et ils bossent, du coup, je sais pas, 1 an, 2 ans chez vous et après ils vont travailler en milieu ordinaire?» Alors sur le papier, ce serait super, hein, qu'il y ait des Mmh. débouchés et que ça puisse se faire, mais la réalité, elle est pas celle-là aujourd'hui et moi, j'avais pas envie de, en fait, l'idée, c'était d'avoir de la sécurité dans l'emploi et donc bah, le CDI, c'est Oui, une ça permet réponse, même d'avoir des projets personnels aussi. exactement et puis, si demain il y en a un qui veut aller travailler ailleurs, bah, bien sûr on va l'accompagner, mais en tout cas, tant que, ça se passe bien, qu'il continue à s'épanouir, pourquoi il aurait pas le droit de rester, Oui. 5 ans, 10 ans, Il a le droit en fait. exactement. Donc et vous avez adapté aussi parce qu'il y a ce problème en restauration des coupures, Ouais. entre, 14h30 Mmh. et 19h, parfois on a des coupures qui sont un peu, Alors, on a pensé le rythme du resto en fonction de ça dès le démarrage. C'est-à-dire que, l'idée c'était que le staff en situation de handicap ne fasse aucune coupure, parce qu'il y a une fatigabilité qui mmh, déjà est plus importante. Les contrats de travail, on est sur du 20 heures ou 25 heures semaine, d'accord. donc ils bossent par tranche de 5 heures.
soit le midi, soit le soir. Donc en fait, on a fait le planning du restaurant et les jours d'ouverture en fonction de ça. Ce qui ne se voit pas, hein. Quand moi j'ai regardé la carte, c'est en tout cas à Paris, c'est fermé le dimanche et le lundi, Ouais, et les services, c'est, 12:00, 14h30, donc ouais, comme un restaurant classique et 19:00, 22h30 ouais, c'est ou? ça. En fait, on est à peu près sur les mêmes créneaux. Oui? Par contre, on fait 4 midis et 3 soirs. On est ouvert du mardi au vendredi midi et du jeudi au samedi soir. D'accord. Aujourd'hui, il y a plein de restos qui sont sur ce Ben oui, fonctionnement-là aussi. oui, notamment depuis le covid. Il y a 10 ans, il y en Oui. avait, bon. Vous étiez précurseurs, en fait? C'est ça, on a déjà adapté à la base. Après, on s'est rendu compte aussi donc l'idée c'était qu'il y ait pas de coupure pour le staff en situation de handicap, qu'il y ait des périodes de vacances régulières. Donc on ferme 8 semaines dans l'année. On ferme OK. 1 semaine à chaque vacances scolaires et 4 l'été. OK. Donc en gros, il y a 2 mois de fermeture, par an pour le resto, donc pour tout le monde. Et également, on se rend compte que, dans la durée, si on veut, être vraiment sur des conditions de travail optimum pour les managers, c'est bien si on peut aussi limiter le travail en coupure. Déjà, de fait, depuis le début, on est sur 2 jours de coupure par semaine, le jeudi et le vendredi. Et en fait, là, en avançant avec le temps, on arrive à trouver des solutions et des backups pour, limiter à un jour en coupure ou en tout cas, supprimer un shift dans la semaine, pour que ce soit plus confort. Parce qu'on se rend compte que même s'il y a, ces 8 semaines de période de fermeture, toujours 2 jours de repos consécutifs, comme je disais tout à l'heure, on est quand même sur des jobs qui sont prenants. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de proposer un environnement de travail le plus, confort possible, pour tout le monde. OK, et les personnes, en situation de handicap que vous avez embauchées ici, avant c'était des personnes qui n'étaient pas dans le milieu du travail? Ou Non, ils ont tous signé leur premier CDI ici, pour la plupart leur premier contrat de travail même. mmh, Il y en a certains qui étaient, sans activité depuis, 4 ans. Il y en a certains qui étaient en ESAT et qui ont quitté l'ESAT. Hem, il y a ouais, mais globalement, en fait, personne ne travaillait en milieu ordinaire. Donc c'est une première pour tout le monde. ce qui est très bien, et est-ce que vous avez eu des retours des familles qui aussi ont vu, sur le plan personnel, Mmh. les comportements changer, les rêves aussi changer? Mmh. Puisque quand on a un CDI, on peut plus se projeter. Est-ce que vous avez des retours aussi de la famille Ouais, bien ou sûr. de Déjà, l'entourage? on le voit au sein du resto, les personnes se révéler. On a eu, des collaborateurs qui sont arrivés, hyper, fermés, hyper introvertis et qui aujourd'hui, sont, hyper expressifs. Enfin vraiment, on voit un avant et un après, nous au sein du resto et puis aussi, les familles parce que, déjà il y a le fait de savoir que, son enfant, son frère, sa sœur, enfin peu importe, a une place, un lien social, Mmh, parce que tu as juste et ton au job. contact du public, hein? Exactement et au cœur de la ville, Oui. Oui, oui, parce oui. que du coup, on vient travailler au Reflet, faut venir, en transport en commun, donc en fait, on développe aussi l'autonomie dans les transports en commun. C'est un job, mais du coup, après, ils ont envie de quitter le nid familial et d'avoir leur Mmh. logement. Donc en fait, il y a tout enfin, ouais, on va dire que c'est une 1 étape vers une vie un peu plus autonome, et pour tous, ça leur apporte de la confiance en eux aussi parce qu'on leur permet de montrer de quoi ils sont capables. On les valorise et on essaie enfin, le but à travers toutes les actions qu'on peut faire, que ce soit dans les restos ou au sein de l'asso, c'est vraiment de valoriser les talents et les compétences des personnes en situation de handicap. Donc en fait, forcément, ça a une incidence sur leur vie, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils ressentent et c'est génial et c'est d'ailleurs, enfin, c'est la raison pour laquelle on fait tout ça. Effectivement, et vous avez ouvert en 2019 à Paris, en 2016 à Nantes, donc vous avez vécu de plein fouet le covid. Je vois Oui. tes sourires. Mais comment ça s'est passé? Puisque vous aviez des gens qui allaient quasiment tous les jours au travail et qui tout d'un coup se sont retrouvés Ouais. chez eux, sans possibilité de télétravail évidemment, dans la Mmh. restauration. Est-ce que tu peux un petit peu aborder cette période? Alors, Comment vous l'avez vécu aussi? la première période de confinement, elle a été hyper, dure à vivre pour tout le monde. Parce que, comme tu le dis, tout le monde s'est retrouvé Mmh. isolé, donc on a maintenu du lien en visio, on organisait des visios, on a fait, des petits, carnets en mode, carnet de vacances, carnet de confinement, pour essayer de garder du lien, garder un peu d'activité. Voilà, aussi pas mal de coups de téléphone, mais malgré ça, en fait, cette première période de fermeture, elle a été dure. Le retour au travail, il a été dur aussi parce qu'il s'est Mmh. fait de manière phasée, parce qu'il nous fallait, enfin, à ce moment-là, on ne savait pas trop, donc la médecine du travail aussi, était super prudente et il le fallait parce que, voilà, donc on a fait revenir, tout le monde, mais sur des petites tranches horaires, pas tout le monde en même temps, enfin et ça a été compliqué et
quand on commençait à retrouver un peu un rythme, bim, il y a eu, l'autre période de fermeture, qui a duré 7 mois, en fait, celle d'octobre 2021, octobre-novembre, jusqu'en mai. Donc là, on s'est dit: «Il faut qu'on fasse quelque chose parce que l'impact, il va être trop fort pour, les équipes, ça va être trop dur». Donc à Nantes, on a mis en place de la formation. On a fait une formation sur mesure avec, donc c'est l'asso qui a monté le projet avec le Greta à Nantes, où l'équipe venait 2-3 jours par semaine et on reprenait toutes les bases, de la restauration, cuisine, salle. Donc on a fait ça pendant toute la durée du confinement. Ça a permis d'avoir une meilleure, enfin voilà, qu'il y ait moins de coupures Mmh. et toujours un lien qui soit maintenu, moins d'isolement aussi et que la reprise se fasse, mieux. Et parce qu'il y avait un besoin aussi, parce que l'équipe de Nantes, personne n'avait eu de formation à la base, donc tout le monde avait été formé un peu sur le tas, mais on ressentait le besoin, de reprendre un peu les bases. Et à Paris, où on avait un peu moins ce besoin, on a fonctionné différemment. On a lancé une opération de soutien aux étudiants et donc on a lancé des repas à 1 €, qu'on a proposés. On en proposait une centaine par semaine. Donc on a mis ça en place dès le mois de janvier 2022 et jusqu'à la réouverture. Donc en fait, le staff, venait travailler. On récupérait des produits offerts par, tous nos fournisseurs. Et puis à partir de tous ces produits-là, on confectionnait des petits, paniers repas, pour les étudiants qui venaient les récupérer, du coup, tous les jeudis et vendredis, toutes les semaines. Donc ça a permis de garder une activité, ça a permis de faire quelque chose qui avait du sens, et c'était chouette. Et d'ailleurs là, on lance ce mois-ci une opération de soutien avec 2 assos où on propose, des galeines des rois, qui sont, faites là au resto et qu'on va offrir du coup, aux assos. Donc c'est, petit, clin d'œil il y a quelques années effectivement cette opération qu'on avait fait et qu'on avait trouvé hyper chouette. Finalement, vous avez réussi à transformer, ces périodes de confinement en quelque chose de finalement soit de remise à plat, des bases qu'on n'a pas forcément le temps de faire, quand il y a les services au quotidien ou d'opérations, que vous avez fait un peu perdurer c'est d'une autre manière. Effectivement, aujourd'hui, on a le Reflet à Nantes, le Reflet à Paris. Quand on n'est pas à Nantes et à Paris, on peut par contre vous suivre aussi et être inspiré par certaines de vos recettes via les chefs extraordinaires. Moi, j'ai salivé hier devant la recette du bao, Mmh. du gâteau de Savoie aussi ou de l'Étonne-Messe. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler des chefs extraordinaires? Et ben, ce projet, est aussi porté par l'asso, il est né pendant le confinement. Heu Comme quoi? et justement, en fait, sur la première période, parmi les moyens qu'on avait trouvé de garder du lien, on s'est dit: «Ah, comment est-ce qu'on peut, transmettre des recettes?» Et tout le monde s'est mis à cuisiner pendant le covid, hein, Oui, voilà. à faire son pain, Exactement. son C'était un peu la folie des recettes. On s'est dit: «Comment est-ce qu'on peut transmettre ça aux équipes?» Et donc on s'est lancé à la toute première recette qu'on avait faite, c'était des œufs maillots. Et en fait, on s'est lancé dans une recette un peu pas à pas pour qu'elle soit hyper accessible et que chacun puisse la reproduire, chez lui. Et donc tout le monde a fait des œufs des œufs maillots, au Reflet Nantes et Paris, chez eux pendant le premier confinement. Et en fait, on a Antoine qui était un des serveurs du Reflet de Nantes qui, nous a renvoyé une vidéo où en fait, c'était filmé en train de faire la recette. On s'est dit: «Mais en fait, c'est exactement ça qu'il nous faut». Si on veut faire changer le regard, valoriser les talents et les compétences, il faut que, ce soit eux qui nous apprennent des recettes. Et donc Chef Extraordinaire est né de cette idée-là et on a une quarantaine de vidéos, qui ont été tournées, alors soit c'est, une personne en situation de handicap, qui, explique une recette en solo, soit c'est des duos. On a eu des invités un peu exceptionnels, on a eu Mercotte, on a eu Juan Arbalaise, on a eu aussi des youtubeurs, Florian Honner, et l'idée c'est de ces duos, c'est de créer la rencontre. Mmh. Et bah, pareil, on va aller planter une petite graine chez, ces chefs, «ordinaires» entre guillemets, et leur permettre de venir travailler d'une manière différente. Et en fait, chaque vidéo est accompagnée d'une fiche pas à pas PDF hyper détaillée Ah où oui, elle est très bien faite. on Même peut comme quoi il faut faire la vaisselle, ce qui est pas mal même ouais, pour tout le monde, c'est important de ça à la fin de voilà recette. et qu'il faut laver, Et en fait, on se rend compte qu'en faisant des fiches, adaptées à des personnes en situation de handicap, ça sert à tout le monde. En fait, ah c'est oui, toujours pareil, hein, oui, oui, oui. Non, mais effectivement, elles sont très bien faites, elles sont très mmh, didactiques, et même moi, ça m'a donné envie de faire des bao, par exemple. J'ai mmh. regardé hier la recette, effectivement une très belle initiative. Et bah, là, on en tourne une juste après Oui. là, de galette des rois du coup, où on va faire la pâte feuilletée, on va faire une recette de pâte feuilletée et on va faire une recette du coup de frangipane, avec Ah, le vous faites frangipane la au pâte montage. feuilletée vous-même? Ouais. Alors ça, c'est un sacré challenge. Ouais, Donc ouais. je regarderai Mmh. et au moment où l'épisode sera diffusé, Mmh. effectivement, la vidéo sera sans doute en ligne puisque l'épisode sera diffusé en mars. Ah bah, oui, on est large.
Ce sera peut-être plus la saison d'égalité en Mais c'est pas grave, on pourra en faire toute l'année. Voilà, et puis l'année prochaine. Mmh. Et je t'ai donné la parole aujourd'hui à l'occasion du podcaston, donc qui vise à mettre en valeur une association. Est-ce que tu aurais un message spécifique à faire passer? On t'accorde la parole, ou une voix ou une idée, à faire passer. Ah bah, j'en aurais plein. Tu as le droit à plusieurs. Alors, déjà au nom de tout le monde, du grand public, pousser la porte de nos restaurants. Ouais. Aujourd'hui, on a des restaurants partout en France. On a la carte de France des brigades extraordinaires qui est sur notre site internet. Et qui est vraiment étendue sur toute la Ouais, alors il y a une bonne représentation quand même de la région Grand Ouest, mais ça commence à aller un peu partout. On a même un resto aussi en Argentine, on a des porteurs de projets en Roumanie. Ouais, Vous ouais, allez ça. pouvoir faire des voyages Alors, entre pour restaurants l'instant, ouais, inclusifs. pour l'instant, en termes de budget, on limite la tournée des restos à la France. Mais ouais, bah, on espère que ça continue de grossir. En tout cas, c'est en bonne voie. Donc ça, c'est le premier message. Venez dans nos restos, venez rencontrer notre staff, venez vous rendre Déguster compte, la cuisine. déguster, Parce exactement. que moi, j'ai regardé, alors, Ouais. 1114 avis hier, avec une note de 4,9 sur 5 sur Google pour le Reflet Paris, Ouais. ce qui est très bien. Ce qui est énorme. Ouais. Ouais, c'est énorme. Et ce qui est chouette, c'est que quand on regarde les commentaires, bah, on parle de la cuisine, on parle du service, mais on parle pas de handicap. Et en fait, et je trouve que Paris, on le ressent vraiment parce qu'on est à Paris, qu'on est noyé au milieu de plein d'autres restos et qu'il y a moi, c'était l'objectif, c'est que on soit pas qu'un resto de destination et qu'on crée la rencontre là où on l'attend pas. Et aujourd'hui, il y a certains services où 100% de la clientèle qui vient ne sait pas où elle met les pieds, mais elle vient parce qu'on est bien noté. Et c'est génial parce que peut-être qu'ils n'auraient pas mis les pieds dans notre resto si ils n'étaient pas dans le coin, ou enfin voilà, oui, ou qu'il n'y avait pas des bonnes notes, et du coup la rencontre se serait pas faite. Et on voit qu'à chaque fois ils ressortent et ils sont ravis parce que le staff fait un travail génial. Donc mon premier message, c'est ça: pousser la porte de nos restos. Et venez déguster nos petits plats. Et le deuxième message, ce serait plus à la destination des employeurs ordinaires, peu importe leur secteur d'activité. En fait, franchissez le pas. Alors, pas renseigner un CDI tout de suite, forcément, mais déjà, ouvrez vos portes à des personnes en situation de handicap. Ça peut être un stage, ça peut être le Duoday aussi. Tous les ans, il y a le Duoday en novembre pour la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est un jour où vous pouvez accueillir une personne et en mode un peu vie ma vie au sein de mon entreprise. En fait, c'est une première rencontre, et souvent, ça débouche sur un stage, des fois sur un emploi derrière. En tout cas, osez et essayez, et vous verrez, ça va bien se passer. Merci pour ces messages. On va terminer cette interview. Si tu devais décrire notre interview, alors ça peut être par une odeur, par un aliment ou par un plat, quelle serait-elle? Quel serait-il? Et pourquoi? Alors je dirais un petit thé ou une petite tisane dans cette journée très mouvementée où là, du coup, on se pose pour parler, pour échanger, et ça fait du bien parce que ça permet aussi toujours de se recentrer sur le pourquoi on fait ça. Parce qu'en fait, quand on est dans notre quotidien et tout le temps à fond, des fois, si on a un petit manque d'énergie, c'est bien de se remettre autour de la table et de se dire: «OK, c'est pourquoi on le fait?» Et on repart après cette petite tisane. On repart pour affronter voilà, tous les sujets qu'on va avoir. Au milieu du coup de feu, effectivement, Exactement. puisqu'on l'enregistre en plein coup de feu et c'est calme, aussi. Ouais. Je te remercie, effectivement, Flore, pour, cette interview, Merci à toi. pour, cette parole accordée, pour, cette ouverture, vers ce reflet. Et pourquoi ce nom, ce reflet? Le reflet, d'ailleurs? Alors au début, mon projet de diplôme, j'avais imaginé sur l'eau. C'était une barge flottante, donc il y D'accord. avait la notion de reflet, et parce que c'était sur l'eau et parce que j'avais fait toute une architecture en métal, verre, miroir. Et bon, ça coûtait un petit peu trop cher de faire ça, donc on est passé plutôt entre 4 murs, mais on a gardé le nom parce que je trouve que ça exprime assez bien l'image qu'on veut dire. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de handicap, on parle de différence. L'idée, nous, c'est plutôt d'arrêter de voir notre différence, mais plutôt tout ce qui nous fait qu'on se ressemble et qu'on se rassemble. Et puis parce que je trouve que les personnes en situation de handicap, mental ou cognitif, ont cette capacité à nous renvoyer une image de nous-mêmes, mais dans une version un peu moins polluée par les filtres, voilà. Un peu moins dans l'ego. Exactement. Et ça C'est fait pas du mal. bien de se prendre cet effet miroir. Effectivement. Donc, je te souhaite, plein d'autres projets, de fin d'études, et à d'autres personnes, plein d'autres projets de fin d'études qui dérapent comme ça pour notre plus grand bonheur. Je te remercie, Flore. Merci alors. Cet épisode vous a plu? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles
et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.